ces ensembles qui sont là se retrouvent effectivement, c'est les jeunes qui sont tous là cette année, c'est vrai. C'est effectivement très émouvant de se retrouver dans ce lieu. D'abord parce que moi je suis venue avec l'orchestre Jeune Atlantique au tout début, donc sous la direction de Philippe Hervègue. Effectivement, tous les grands noms ont résonné ici. Violaine, la claveciniste cofondatrice d'Amaryllis, est venue aussi à plusieurs reprises jouer. Et donc c'est un lieu un petit peu mythique comme ça en France pour la musique baroque. Ce sont des ensembles qui ont une histoire particulière avec Sainte, assez différente, ou bien une histoire avec Philippe Hervègue aussi. Vox Luminis Lionel Meunier a commencé à chanter en écoutant les cantates pour basse de Peter Coy et Philippe Hervègue, par exemple. Je suis à l'origine flûtiste à bec. Ça, peu de gens peut-être le savent, notamment élève de Daniel Brubert et de Hugo Rennes, qui a été un mentor presque pour moi dans mes jeunes années. Et j'ai commencé le chant en fait assez tard, à 18 ans, en ayant déménagé en Belgique, on m'a obligé à faire du chant, et donc du chant classique. Et puis, un professeur de chant m'a offert 2 disques de Philippe Hervègue et du Collegium Vocale. Les cantates pour basse avec Peter Coy, et donc le Collegium Vocale, et je crois la première version de la Passion selon saint Matthieu. Et moi, qui au départ n'aimais pas le chant, ne voulais pas faire de chant, qu'on obligeait, d'un seul coup, j'entends ça et je me dis, et d'un chanteur en ensemble, c'est fabuleux. Et quand j'entends Peter Coy, qui est devenu mon idole, je me suis dit, ça, chanter comme ça, oui, ça m'intéresse. Et j'ai commencé des études à vouloir faire beaucoup. Et puis, évidemment, pour moi, la figure de Philippe Hervègue était, oui, je n'allais pas dire Dieu, mais c'était presque ça. Et c'est ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un pour qui j'ai une admiration presque sans borne. Et sans lui, je ne serais pas là, parce que on oublie peut-être, on parle évidemment énormément de son travail avec Bach, etc. Mais son travail sur la voix, l'absence de vibrato, ou en tout cas pour en avoir beaucoup moins, c'est des choses que peut-être j'aurais pas trouvées de moi-même. C'est quand même des choses qu'il a trouvées lui. Tous ces gens-là sont quand même, des années après, non pas des répliques de ces ensembles mythiques que sont la Chapelle Royale, les Arts Florissants, etc., mais ils réabordent également des répertoires 30 ans après d'une façon nouvelle. Et Sainte a toujours été le berceau, pour la musique ancienne évidemment, un berceau incontournable, au point qu'on aimerait un peu quelquefois faire oublier que le festival de Sainte, c'est pas que la musique ancienne, on fait d'autres choses. Mais malgré tout, c'est une landmark, comme disent les Anglais, enfin un moment, un endroit fort, un endroit essentiel où passer quand on fait de la musique ancienne. La preuve, c'est que les gens qui font de la musique ancienne mettent tout de suite Sainte dans leur curriculum, dans leur biographie, etc. Parce que c'est l'endroit où il faut avoir joué, encore et toujours, j'en suis très fier. Alors le festival de Sainte était, ce que j'aime moi appeler, était associé au nom de Philippe. Pendant des années, il a été le directeur artistique. Et Stéphane a repris le flambeau, mais pour moi, ça restait le festival de Philippe. Et le festival où Welgas venait également tous les ans, avec Paul Van Nevel. Et donc, c'était quelque part moi, je le voyais comme un festival élitiste. C'est marrant, parce que tant qu'on ne vient pas, je voyais la programmation, je me dis, on n'est pas prêt d'y aller. Et ça représente toujours quelque chose d'important dans la carrière d'un musicien. Ce qui est certain, c'est que ça n'est plus la Mecque du baroque, c'est plus la Mecque de l'interrogation, et effectivement dans tous les domaines, que ce soit musique de chambre, que ce soit, pour parler des derniers festivals, quand on joue du couperin au piano, comme l'a fait l'année dernière Alexandre Tarot. Ça n'est pas un retour en arrière, c'est on poursuit au piano, où il y a eu une idée de se nourrir de ce qui a été fait depuis 20 ou 30 ans pour essayer encore autre chose. Enfin, quand
vais pas dire qu'Alexandre Tarot joue du piano comme s'il jouait du clavecin, mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et je crois qu'on ne cherche pas avec Amaryllis à être en rupture avec les générations antérieures. Au contraire, je crois que c'est un prolongement. C'est une interrogation et un travail qui se poursuit effectivement aussi bien dans l'œuvre chorale. Je pense au travail de Philippe Herwegh qui à une époque faisait les cantates de Bach à 4 ou 5 par voix. Maintenant, on est revenu à 1 par voix. Et là encore, pas de réponse définitive. Je vois non pas une histoire qui se répète, mais une histoire qui renaît différemment, avec d'autres artistes, avec d'autres sensibilités, avec d'autres choses à apporter. Et ça, c'est vraiment formidable. Pour ce qui est d'Amaryllis, Rameau, je pense que les cantates de Rameau, je parle sous le contrôle des vieux festivaliers, on n'a jamais dû faire de cantates de Rameau ici. Voilà, c'est encore une nouvelle étape dans l'interprétation et dans la réflexion. Évidemment, certainement qu'on ne joue pas tout à fait de la même façon. Aussi là, nous sommes sur scène dans ce programme 4 femmes avec Mathias Vidal qui est notre ténor pour ces cantates de Rameau. Donc j'imagine aussi que ça apporte autre chose. Pour moi, il n'y a pas du tout de redite avec ce qu'on a pu avoir entendu avant. D'abord, c'est un travail de musique de chambre. Amaryllis, c'est un ensemble de musique de chambre et on l'a toujours imaginé et conçu comme cela avec Violaine depuis la création en 1994, il y a plus de 20 ans maintenant. Et donc, c'est un travail, on se retrouve avec des personnalités comme Alice Pierrot, qui est notre premier violon, et Marianne Müller, qui est aussi une personnalité qui compte beaucoup dans le monde baroque et avec lesquels on se retrouve. Et ce sont aussi des amis, c'est-à-dire qu'on a un partage qui est à la fois musical, amical et profond entre nous. Et ça, c'est tout le plaisir aussi de la musique de chambre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, c'est vraiment nous qui construisons les choses ensemble avec, je crois, de profondes affinités. Ce qu'il y a de bien dans l'ensemble Amaryllis, qui est un assez jeune ensemble, je pense qu'il y a une petite dizaine d'années, autour d'Héloïse Gaillard, c'est que c'est peut-être un jeune ensemble, mais ce n'est pas un ensemble de jeunes musiciens. Et je ne voudrais pas qu'on pense qu'à Saintes, je fais du jeunisme à tout craint. On a parlé de cette jeune génération de musiciens, mais Odile Édouard ou Marianne Müller, par exemple, sont des musiciennes formidables. Et évidemment que leur talent n'a pas diminué avec les années. Évidemment, la musique française, on ne peut pas confier ça à des étrangers. L'utilité de la langue, la finesse de l'accompagnement ne peut, à mon avis, se faire comprendre que par des musiciens français. Et là, évidemment, c'est la fine fleur des musiciens qui entourent Héloïse Gaillard, qui défend cette musique de Rameau, qui a besoin de plus qu'évidemment de la technique instrumentale pure. Dans la conception du programme, on a cherché vraiment à avoir ce dialogue aussi entre des pièces instrumentales et des pièces vocales. Donc on a effectivement 2 cantates de Rameau, Le Berger fidèle et Orphée. On a choisi donc de faire interpréter par un homme, alors que ces cantates originellement sont pour soprano, mais dans la tessiture d'un ténor qui monte comme c'est le cas pour la voix de Mathias Vidal. On avait envie que ce soit incarné par un homme, puisque c'est Orphée quand même qui est en scène, et le berger fidèle, c'est le berger Myrtille. Et
puis il y a donc effectivement dans la construction du programme ce dialogue avec des pièces de clavecin en concert. Le 5e concert qu'on joue dans sa version originelle, c'est-à-dire violon, viol et clavecin concertant. Et puis le 2e concert qu'on a choisi de réinstrumenter avec un hautbois, puisque étant oboïste, on s'est accordé cette liberté d'avoir une pièce de clavecin en concert comme ça pouvait se faire à l'époque avec un instrumentarium un petit peu différent de l'original. Déjà, Rameau, dans sa préface, dit que ça peut être une flûte ou un violon, et puis il y a eu des versions successives plus tardives, section à cordes et d'autres. Donc on s'est accordé cette transcription pour un donc hautbois, violon, viol et clavecin. Et notre souci dans cette musique, c'est évidemment de retrouver à la fois le raffinement. Il est vrai que c'est une musique qui a besoin de cette précision dans l'ornementation, dans la justesse entre nous tous, la façon de faire les ornements. Donc ça demande une grande précision. Et ne pas non plus la désincarner, c'est-à-dire que le Rameau disait que l'émotion est au cœur de sa musique, et je crois qu'il faut retrouver aussi dans ces pièces de clavecin en concert qui sont dédiées à des personnages qui l'ont inspiré, que ce soit la Boucon, que ce soit la Cupice, donc c'était aussi certains des personnages féminins. Donc je crois qu'il faut aussi ne pas oublier que Rameau, par la chatoyance et la sensualité de ses harmonies, nous permet vraiment d'aller dans un langage qui n'est pas juste une précision, une mécanique, je dirais, très huilée. C'est aussi le souffle, et j'en parle parce qu'évidemment je suis oboïste, mais c'est aussi le souffle et le phrasé et la ligne que notamment Violaine a privilégié aussi au clavecin, avec à l'intérieur tout ce souci d'articulation évidemment très soigné. Je crois qu'il y a réellement depuis 40 ans dans ces lieux, si ce n'est des fantômes, au moins des vibrations, des traces de tout ce qui s'y est fait depuis 1972, depuis la création du festival, et que le simple fait, quand on est un jeune musicien, d'arriver à Saintes et de savoir que c'est le lieu où d'abord Jean-Claude Malgoire, puis Herpeg, puis Minkowski, Christophe Rousset, tous ces grands prédécesseurs, rien que ça, je pense que c'est inspirant. Après, il y a des choses très rationnelles qui sont la possibilité de rester en résidence, de se poser, de réfléchir, de travailler. Je crois que, comme dans la tragédie, l'unité de temps et de lieu est propice à l'éclosion de quelque chose. C'est l'alliance d'une belle région, d'un lieu unique, d'un écrin fabuleux, notamment pour la voix, et d'une ambiance. On peut la décrire uniquement si on vient ici, c'est-à-dire voilà, pendant qu'on est en train de se parler maintenant, il y a des gens en train de boire du Pinot des Charentes, les artistes, les festivaliers sont là, c'est un vrai festival d'été français. C'est petit à petit, un ensemble peut venir en résidence ici en hiver, puis revenir pendant le festival, et au fil des saisons, c'est un lieu de travail, et comme tout lieu de travail, tous les lieux de travail devraient être comme ça, à un moment, il sort de ce travail quelque chose de très positif. Vox Luminis donc a petit à petit séduit le public ici parce qu'il s'est spécialisé non pas sur Bach, comme ce qui pourrait être très facile finalement de prendre des œuvres phares du répertoire. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce programme, c'est qu'il montrait de manière complètement différente pour nous, c'est-à-dire une première partie très intime. Un orgue, 8 chanteurs, même un duo avec juste un violonnet, un orgue, 2 chanteuses,
Donc c'est cette intimité que nous on aime beaucoup. Ça, c'est ce que j'appelle le travail de base. Et c'est un travail qu'on a fait pendant des années. On aime les instruments, mais ça reste pour moi l'essence du groupe. C'est la meilleure manière de trouver des couleurs, ces couleurs de voix. C'est ça, on a la chance d'avoir un instrument unique qui a des possibilités interminables pour moi. Et donc, on doit l'entretenir. Avec une esthétique un par voix, donc vraiment, on oublie complètement le chœur. La qualité des voix, la couleur des voix est extrêmement importante. La spatialisation et l'aération de la matière musicale également est tout à fait unique, à mon avis, dans ce que fait Lionel Meunier. Alors Fuchs, pourquoi ça représente un peu ma démarche? Ce que j'aime beaucoup, c'est jouer avec des musiciens sans chef. Donc moi, je suis à l'intérieur, mais voilà, sans diriger, disons, dans le sens toujours que j'appelle 20e siècle du terme. Et travailler dans une écoute aussi, c'est-à-dire avoir des musiciens qui nous écoutent et nous qui écoutons les chanteurs. Là, on a des choses où la polyphonie peut se lire très facilement. On va avoir 12 chanteurs, 4 ou 5 instruments, c'est très simple. Ce qui est fabuleux dans cette œuvre de Fuchs, c'est par moments ils jouent leur partie, par moments ils nous doublent. Il y a des combinaisons de 2 sopranos avec un violon, un cornet muet. C'est des choses incroyables. Et si peut-être une bonne partie du public retourne et se dit « Mon Dieu, c'est Requiem de Fuchs », que pièce que j'avais jamais entendue de ma vie, que c'est beau, et ben je pense qu'on a gagné. Et du coup, là, l'abbaye donne son meilleur, j'allais dire, puisque pour la voix en général, pour la polyphonie vocale, la beauté de l'acoustique est vraiment indiscutable. Je serais plus critique pour d'autres formes musicales, mais en l'occurrence, c'est vraiment l'écrin idéal pour ce type de formation, qui n'est pas de la musique chorale au sens propre, mais vraiment petit ensemble, voix solo, continuo, et voilà, petit ensemble, petit nombre de musiciens. Adam Laloum, c'est quelqu'un qui est venu depuis 2 ans pour des récitals dans différents répertoires. Et là, cette année, il vient avec des amis musiciens. Mais pour la première fois en tant que musicien de chambre, accompagné de 2 jeunes musiciens très prometteurs. C'est encore présenter un autre visage de l'artiste. Là. Cette idée de récital avec clarinette, c'est pour nous quelque chose d'assez habituel. On joue ensemble depuis 2-3 ans maintenant. Donc pour nous, c'est très naturel de faire ça. Avec Raphaël Sévère, on fait revenir un clarinettiste. Moi, j'ai personnellement jamais programmé, je pense, de concert de clarinette et piano. Et la clarinette est un instrument que j'aime bien, je tiens à le dire. L'œuvre que j'ai transcrite, c'est la sonate de Borodine, donc normalement pour violoncelle et piano. Ce qui m'avait frappé en fait, c'est que il y avait c'était beaucoup dans l'aigu, dans le registre aigu du violoncelle, et que il y avait beaucoup de plages de piano seul en fait. J'ai tout de suite pensé que Borodine avait pensé un peu la partie du violoncelle comme du chant très lyrique, parce qu'il y a beaucoup de plages pour respirer, et puis il y a peu de double cordes, de polyphonie juste dans l'écriture du violoncelle. Donc je me suis dit que ce serait vraiment quelque chose d'idéal à transcrire pour la clarinette, qui aurait quasiment besoin de toucher à rien. Il y a un parcours qui se fait avec certains artistes qu'on retrouve d'une année sur l'autre, mais qui ne font, et c'est le cas de Adam Laloum cette année, qui ne font pas du tout la même chose que les années précédentes. C'est un musicien discret par ailleurs, je pense que ce qui commence à se dire à son propos, c'est que c'est vraiment le poète des pianistes, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui met exactement la dose de son et qui fait plus qu'offrir un accompagnement à ses partenaires en musique de chambre. D'un côté, on est dans une mission d'accompagnement des artistes, et de l'autre, inciter toujours notre public à plus de curiosité. Alors on est ravis, surtout si c'est plutôt quelque chose de rare ici, de pouvoir apporter quelque chose avec cette formation. Mais j'ai tout de suite énormément apprécié l'atmosphère et puis l'aura des lieux qui est incroyable, et d'être réinvité, c'est vraiment un bonheur.
sans parler de l'abbaye ou du festival, c'est une œuvre qui m'évoque énormément de tendresse, oui, de la vieillesse, mais de la vieillesse, de la sagesse. En tout cas, ce qu'on aimerait faire dans le cadre de festival, c'est réussir à créer une intimité, en tout cas autour de si on parle de la sonate de Brahms, l'intimité, ce serait quelque chose d'important. Oui. On est sur scène et on s'écoute et on aime s'écouter et on aime fabriquer un peu de musique ensemble. L'association peut être intéressante parce que donc on reste dans le romantisme assez tardif, seconde partie du 19e siècle. Voilà, Brahms, comme l'a dit Adam, c'est quelque chose d'assez intime, de très sage. Enfin, même s'il y a un deuxième mouvement en forme de lead qui éclate un peu plus, on peut dire. Mais globalement, il y a une sérénité qui s'en dégage, vraiment une sorte d'apaisement. Et je dirais que la sonate de Borodine, elle est peut-être moins profonde émotionnellement, on sent peut-être moins d'expérience. Ça joue sur un autre côté, un côté plus pastoral en fait, un côté un peu plus joyeux aussi parfois, plus candide, et un peu plus virtuose aussi, notamment dans le troisième mouvement, où ça explose un peu plus, et puis un côté un peu plus exacerbé, à la russe, je dirais. Maintenant, les musiciens remontent des corpus musicaux qui valent le coup, et puis reprendre également les œuvres du passé qui ont fait leurs preuves. Ce que les jeunes aujourd'hui poursuivent, c'est d'abord, je crois surtout, un questionnement. Il n'y a pas d'interprétation définitive d'une œuvre, il n'y a pas de vérité. À une époque, on parlait, moi je me souviens quand je suis rentrée dans ce milieu, on parlait beaucoup d'authenticité. Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est que parmi tous ces jeunes, il n'y en a aucun qui prétende détenir une quelconque vérité, ni avoir trouvé la clé de telle ou telle partition. Alors nous, oui, on vient de ce qu'on appelle la troisième génération. On a l'avantage de quelque part s'être détaché, de la première génération, de ne plus en dépendre. On n'a pas chanté sous leur direction, mais on doit connaître l'héritage qui vient d'eux, c'est-à-dire on ne doit pas essayer de faire des choses différentes pour être différent. On doit essayer, par contre, de ne pas faire des choses par tradition. Ce que tout le monde poursuit, c'est ce questionnement et cette curiosité et surtout cette liberté, parce qu'il faut se saisir, ils se sont tous saisis de la liberté de re-questionner les textes qu'ils ont sous les yeux à chaque fois, ce qui fait d'eux quand même des êtres assez particuliers à 70 ans comme à 30. Comme je dis toujours, le baroque c'est une musique vivante aussi, c'est pas une musique uniquement qu'on dépoussière et qui a existé, qui a été jouée il y a 300 ans, c'est une musique qu'on revisite avec nos personnalités aussi de musiciens actuels, tout en tenant compte évidemment de tous ces acquis. Mais il faut aussi, avec des ensembles qui ont une vingtaine d'années, voire plus, 40 ans pour le collégium, il faut aussi peut-être dégager de nouvelles lignes pour le futur. Et donc peut-être certains de ces ensembles qui viennent maintenant ponctuellement, dans le futur, auront peut-être plus d'importance, avec des présences plus longues, avec des lignes de programme peut-être. Je suis en train d'y réfléchir parce que c'est vraiment important. Tant qu'on n'oubliera pas pourquoi un concert doit être unique, alors je pense qu'on a encore tous, en tout cas tous les musiciens qui ont envie de faire de la musique comme elle mérite d'être faite, on a encore de beaux jours devant nous. On se dit, ces gens ont un culot, une audace, une liberté formidable par rapport à des œuvres du passé qui ne sont pas du tout figées dans le passé, mais constamment réinterrogées à l'aune de nos connaissances du XXIe siècle. C'est passionnant.